Bien, bonjour, je suis Charlotte Cabot, présidente de l'Ancre Malouine, le club de lecture de Saint-Malo. Et nous proposons aujourd'hui une lecture plurielle du Quatrième mur, qui est un texte de Sorge Chalandon, lauréat du Goncourt des lycéens 2013. Et c'est pour cela que c'est précisément une lycéenne que nous recevons pour cette lecture partagée, une lycéenne qui va se présenter à vous. Bonjour, donc je suis Morgane Bulémon, je suis en première L à l'institution de Saint-Malo. Alors Morgane et moi, nous allons donc débattre autour du thème suivant, la mise en scène du tragique dans le monde contemporain. Et je vais prendre la parole en premier lieu pour donner une petite définition du tragique et rappeler les faits historiques qui inspirèrent Sorge Chalandon. Puis Morgane nous donnera sa lecture personnelle de l'œuvre autour de 4 questions génériques. Alors, une définition du tragique. Le tragique, c'est ce qui évoque une situation où l'homme prend douloureusement conscience d'un destin ou d'une fatalité sans issue. Eh bien, ce tragique s'incarne parfaitement dans Antigone, qui est une pièce antique de Sophocle, reprise par Jean Anouilh. Et effectivement, ce qui illustre bien, puisque Jean Anouilh la reprend, la présence du tragique dans le monde contemporain, où les religions ont remplacé les dieux et où les hommes combattent jusqu'à la mort pour des idéologies meurtrières. On sait qu'une idéologie est meurtrière parce qu'elle désigne la représentation du monde que donne un groupe ou une classe sociale en affirmant qu'elle correspond à la réalité. C'est une sorte de mensonge collectif. Et dans Antigone, c'est l'idéologie, la raison d'État qui l'emporte sur la raison du cœur. Alors peut-être que Morgane peut nous parler d'Antigone et nous dire comment la raison du cœur s'imposait à la raison d'État, ce qui s'est passé. En fait, Antigone, qu'est-ce qui se passe dans Antigone, Morgane ? Pour moi, c'est surtout une histoire de résistance et de fraternité, puisqu'elle s'est opposée à Créon, et elle a essayé d'enterrer son frère alors que c'était formellement interdit. Donc je pense que oui, elle a voulu plus faire ce qu'elle voulait que plutôt ce qu'elle était censée faire. D'accord. Donc, on se souvient que c'est l'histoire de ses frères, les fils d'Édipe, en fait, Éthéocle et Polynice, dont l'un a refusé de rendre le pouvoir à l'autre, puisqu'ils l'avaient tous les deux dans la ville de Thèbes pendant 1 an. Et donc, à un certain moment, Polynice n'a pas voulu rendre le pouvoir. Et les frères se sont entretués sous les murs de Thèbes. Et donc, comme tu le disais, Antigone, leur sœur, avec l'interdiction d'enterrer son frère Polynice et de le laisser mourir, mangé par les corbeaux, eh bien, elle a refusé ça. Elle a donc incarné, comme tu dis, la résistance. Et précisément, il se trouve que Sorge Chalandon a voulu choisir cette pièce pour relire un événement absolument abominable de notre époque, qui sont les massacres de Sabra et de Shatila. Et effectivement, on va voir un petit peu comment un événement peut être rapporté à l'autre. Alors, un tout petit rappel des faits. En septembre 82, des phalangistes chrétiens, sur ordre de leur chef, Elie Obeka, vont venger l'assassinat du président Bachir Gemayel, qui a été commis 2 jours plus tôt par un chrétien pro-syrien, Chartouni. Et il se trouve que ces camps étaient encerclés par l'armée israélienne qui a envoyé les phalangistes, en fait, pour extraire 2000 combattants palestiniens présumés qui auraient, soi-disant, tiré sur l'armée israélienne quand elle a pris Beyrouth-Ouest. Ces phalangistes, et c'est là que c'est très important, ne devaient pas s'attaquer à la population civile. Or, nous savons toutes les deux ce qu'il en est et ce qu'il advint de ce camp qui a quand même été éclairé pour éclairer mieux le massacre par les fusées de l'armée israélienne. Donc, avant de te donner la parole sur pourquoi Antigone, je sais que toi aussi, ça t'avait quand même choqué. En 82, il y a une commission indépendante qui considère qu'Israël est responsable du fait de sa position d'occupant de ces massacres, mais 30 ans plus tard, en 2012, aucune condamnation pénale n'est appliquée. On reconnaît la responsabilité morale des dirigeants israéliens. Quant aux phalangistes, aucune sanction. Donc évidemment, Sorge Chalandon, qui a couvert l'événement, était très effrayé. Et il nous écrit le 4e mur, dans lequel il s'agit de faire quoi, Morgane ? C'est un peu un témoignage de ce qu'il a vécu, puisqu'il a couvert l'événement de Sabra et Shatila, et c'est surtout pour montrer à quel point c'était horrible, je trouve qu'on n'en parle pas vraiment beaucoup de ce massacre-là, et enfin, pour notre génération, il est pas mal caché, on n'en a jamais parlé en cours ni rien. Donc oui, je pense que c'est une façon de montrer quelque chose que lui a vécu et que ça a choqué, et montrer aux autres que ça a existé, quoi.
Et c'est quand même 900 morts, et essentiellement des civils, des femmes, des enfants, des gens parfaitement innocents qui sont détruits, tués, laissés dans un état d'extermination épouvantable. On connaît les photos, on connaît les images. Mais alors, Morgane, pourquoi avoir choisi Antigone pour relire ces événements ? C'est une relecture que nous propose Sor Chalandon. Pourquoi avoir choisi ce personnage-là qu'incarne Antigone pour être la personne présente dans l'esprit de Chalandon, la volonté de monter une pièce autour de ce personnage? Comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est la résistance et la fraternité, puisqu'elle s'est opposée à Créon et elle a voulu absolument enterrer son frère. Mais aussi, elle témoigne d'une époque difficile, puisque c'était quand même... à l'époque d'Anou, c'était aussi la guerre. Et là, c'est pendant la guerre du Liban, donc c'est à peu près pareil. Il y a une sensation de réunion, puisque là, c'est essayer de réunir les Druzes, les Palestiniens, chrétiens, chiites et phalangistes. Et il y a aussi la notion un peu de sacrifice, parce que pour elle, elle se sacrifie pour ce qu'elle veut et ce qu'elle représente. Et c'est Iman, Oui. celle qui doit jouer Antigone, elle est sacrifiée aussi pour, on sait pas, avec le massacre. Donc pour moi, c'est pour ça qu'il a choisi Antigone, parce qu'il y avait tout ça et il y avait le sentiment de vouloir réunir tout le monde et la sensation de résister tous ensemble à la guerre. D'accord. Et est-ce que, selon toi, Créon, dont tu as parlé, qui est l'oncle d'Antigone, donc, et qui règne à cause du fait qu'Édipe est aveugle, c'était lui qui était roi de Thèbes, maintenant c'est Créon, donc, qui a pris la responsabilité, qui a pris les rênes du pouvoir. Est-ce qu'on peut comprendre la raison d'état de Créon de ne pas vouloir enterrer son neveu ? Est-ce que c'est compréhensible ou est-ce que effectivement là on ne peut envisager que la raison du cœur ? Selon toi, Créon, qui est remarquablement incarné par un Druze dans le texte de Chalandon, est-ce que Créon est un personnage est-ce que c'est honteux ? Est-ce qu'on peut comprendre ? Est-ce que c'est difficile ? Est-ce qu'il y a tout le blanc d'un côté et tout le noir de l'autre ? Non, pour moi, je pense que chacun défend ses idéaux. Lui, il voulait protéger sa terre et lui faire comprendre qu'il y avait autre chose, qu'il fallait savoir se raisonner. Et elle a préféré faire ce qu'elle voulait. Donc les deux avaient leurs idéaux et leurs principes. Et non, il y a pas tout est mal et tout est bien. Ils avaient chacun leurs propos et ils ont tous les deux essayé de les défendre comme ils pouvaient. Et c'est d'ailleurs ce qui va se passer dans cette volonté de monter la pièce. Il n'y a pas de jugement de la part de Chalandon qui va mettre les maronites, les chiites, les gardes sont des chiites, les maronites, les druzes, tout le monde en présence le temps d'une trêve. Et tu as employé un mot très important, ce mot de terre. Tu as dit qu'il n'y avait pas de honte à protéger sa terre, et tu as raison. Alors, est-ce que ce problème de la terre, il n'est pas essentiel dans ce montage de cette pièce ? Est-ce qu'on n'est pas autour de cette histoire ? Le thème de la terre revient quand même assez souvent. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est un peu la base du livre, et puisque le Liban, il y a beaucoup de camps qui sont sur la même terre, alors que du coup là, c'était une manière de réunir tout le monde et montrer que même sur une terre avec plusieurs camps, tout le monde pouvait s'entendre. Il revient souvent aussi ce thème, puisque quand Iman meurt, Georges lui met de la terre de Palestine sur le corps comme pour enterrer Antigone aussi. Et oui, il revient souvent. Georges, c'est pour la terre. Oui, tout à fait. Voilà. Tu as raison, et c'est vrai que c'est très intéressant parce que Georges, le personnage que Samuel envoie donc monter cette pièce, en grec, est-ce que tu fais du grec, Morgane ? Non. Alors, moi, comme j'en ai fait, je vais te dire en grec, Géorgos, ça veut dire le paysan. Et donc, il y a l'histoire de terre, et c'est très intéressant que ce soit un homme qui porte en lui le nom de la terre, qui vienne ici, et effectivement, Samuel lui donne une petite pochette de terre, de Jaffa, qu'il faudra remettre à Antigone, et malheureusement, on sait dans quel état on retrouve Iman Antigone, et donc il va verser cette terre. Et est-ce que tu ne trouves pas le symbole très beau, puisque cette terre que Antigone n'a pas pu mettre sur le cadavre de son frère, à des années-lumière de ça, c'est Georges qui va le mettre sur le cadavre d'Antigone. Est-ce que c'est pas quand même absolument magnifique ce geste ? Si. Je sais pas vraiment quoi dire là-dessus. C'est un peu un truc après, puisque Antigone n'a pas réussi à enterrer son frère, et maintenant c'est Georges qui enterre l'Antigone des années 80 au Liban. Ce qui nous montre qu'il y a quand même une continuité et qu'on est bien dans ce qu'on disait sur le tragique dans le monde contemporain. Des gestes comme ça qui se répercutent à des millénaires, c'est quand même bien le signe que
cette pièce est une pièce d'aujourd'hui et que c'était pas une erreur de la part de Chalandon de faire ce genre de choses, quoi. La terre qui a été volée aux Palestiniens, cette terre offerte en symbole de paix, et puis ce Liban, terre martyre. Donc tu avais raison de dire que la terre était au centre de tout ça. Alors l'idée, c'est une figure emblématique de la réconciliation, Antigone. Alors on va réunir des personnages en guerre pour monter la pièce de la paix. Est-ce que c'est pas un paradoxe ? Est-ce que c'était une bonne idée ? Est-ce que c'était possible ? Pour moi, c'était surtout une utopie, essayer dans un monde en guerre, faire une espèce de trêve. Comme je l'avais dit dans ma critique et sur votre site de l'Ancre Malouine. Oui, une très belle critique de Morgane sur le site de l'Ancre Malouine. J'avais comparé le fait de faire une trêve dans le pays en guerre avec le film Joyeux Noël de Christian Carion en 2005, puisque pendant la Première Guerre mondiale, ils avaient arrêté tous les combats pour la période de Noël pour faire un match de foot, pour après s'entretuer. Et je trouvais que ça faisait un peu pareil. Tout le monde est en guerre, ils essaient de faire tous une trêve, personne s'entretue pendant qu'ils jouent la pièce. Mais sauf qu'avec les massacres, ça recommence en fait. Et est-ce que ce sont les acteurs de la pièce qui ont décidé le combat ? Non, pour moi, c'est des victimes. Ils n'ont rien décidé. Ils n'ont rien décidé parce qu'elle allait se passer. Alors, pour ceux qui n'auraient pas lu le livre, il faut rappeler qu'on est sur une ligne de démarcation. Il y a un cinéma, je ne sais pas si tu te souviens, Morgane, ce cinéma absolument incroyable avec les snipers tout autour. Et il reste sur cette ligne de démarcation un temple grec qui a survécu au spectacle précédent. Alors on se pose deux questions. D'abord, on se souvient que le tragique est un mythe de l'Antiquité, enfin c'est quelque chose qui est né à ce moment-là. Et puis on se dit aussi que peut-être c'est le signe qu'on va pouvoir faire quelque chose. Ou alors, est-ce que les dieux vont être bienveillants ? Mais les dieux ne sont pas bienveillants puisque c'est immédiatement l'assaut qui est donné. Et Imane, la Palestinienne, Créon, si je me souviens bien, Créon, le Maronite, Aimon, le Druze, les Chiites, ne vont pas être sauvés. Alors ça va être quelque chose d'assez épouvantable. Et que se passe-t-il ? Que fait donc Imane ? Imane Antigone, tu te souviens ? Pendant l'assaut, elle retourne à Tchatila. Oui. Et Georges Chalandon nous renvoie le personnage de Georges pour la retrouver. Tu te souviens, Morgane, comment il la retrouve ? Est-ce qu'il la retrouve vivante ? Est-ce qu'elle va pouvoir éclairer un chemin ? Non, elle est complètement... elle est morte, elle est au travers de son lit, ouais. Elle est couverte de sang, avec, je crois, une touffe de cheveux de ceux qui l'ont tuée. Ses bourreaux, oui. Oui, il la retrouve comme ça, il retrouve beaucoup d'autres gens comme ça, ensevelis sous des maisons, il y a pas beaucoup de survivants. Et donc, c'est pas cette personne, quand il va la retrouver, elle va évidemment partir, elle est partie en fumée, si on peut dire, et il va rentrer chez lui. Est-ce que c'est possible pour Georges, désormais, de mener une vie ordinaire ? Quand il va rentrer, tu te souviens, il retrouve sa femme, son enfant. Est-ce qu'il va pouvoir rester dans sa vie ordinaire après avoir vécu cet essai infructueux de pièces ? Non, parce qu'il a vécu en plein milieu de la guerre, il a vu à quel point ça pouvait être horrible par la mort d'Antigone. Quand il revient chez lui, il devient à moitié fou, il comprend plus ce qui se passe, il montre un peu que la société dans laquelle il vivait, c'était un peu une société pourri gâtée, alors que là, il y en a, ils savent même pas si ils vont pouvoir continuer à vivre demain, donc ça le traumatise. C'est traumatisant comme expérience. Et tu me disais que tu avais trouvé très bien le début du texte, où vraiment on commence par la fin. Tu peux nous raconter ça, ce début du texte, le 4e mur, ça commence comment ? Est-ce que ça commence tranquillement ? Ou est-ce qu'on est déjà en plein dedans ? On est en plein milieu de l'action et voilà. Du coup, pendant quelques pages, on ne sait pas vraiment ce qui se passe et on fait un retour en arrière pour au final, à la fin du livre, comprendre où on en était, pourquoi on en est là et ça nous intrigue et ça garde le suspense jusqu'au bout. D'accord. Et donc, c'est très bien construit cette affaire et ça nous invite à nous interroger. Est-ce que l'art, donc, peut répondre à nos questionnements ? On a deux manières de relire ici. On a Antigone reprise dans le 4e mur et on a le magnifique film d'Harry Folman. Alors, moi, j'ai envie de te poser cette question. Est-ce que l'art peut répondre à nos questionnements ou est-ce que il n'y a rien à espérer ? Parce que j'ai trouvé la fin de ton article optimiste quand même, finalement.
Bah pour moi oui, l'art peut répondre au questionnement puisque c'est une manière de s'exprimer librement. On peut nous montrer des choses que on peut pas forcément dire. C'est plus subtil que parler face à quelqu'un. Ça exprime de nombreuses choses et c'est surtout un témoignage d'une période ou d'un événement ou quelque chose comme ça. Par exemple, la valse avec Bachir de Harry Folman, ça nous montre en animation des choses qu'on n'aurait jamais pu voir comme ça. Juste un témoignage écrit, on peut pas s'imaginer, alors qu'avec des images, même si c'est sur un tableau, un truc comme ça, on voit tout de suite, on est pris dedans. Après, on peut plus passer à côté de ça. Et oui, pour moi, l'art, ça peut vraiment nous questionner et répondre à nos questions. Ben, je pense que oui, tout à fait. Et on parlait de cette terre qui était au centre de ce texte. On peut dire aussi que Antigone, c'est la fille d'Édipe. Et ce qui est arrivé à Édipe, tu te souviens ? Et si tu te souviens pas, je veux bien m'en souvenir à ta place. Je veux bien, oui. Édipe, tu sais qu'il a tué son père et épousé sa mère, et que donc il est parti en se crevant les yeux parce qu'il estimait qu'avoir des yeux pour ne rien voir, c'était pas intéressant. Et donc ici, est-ce qu'on n'est pas dans cette espèce d'aveuglement ? Tu te souviens que Georges, dans l'assaut, il a perdu ses yeux, puis il voit plus. Et le médecin lui dit une chose très surprenante, il lui dit on a toujours 2 yeux de trop, donc aveuglons-nous, c'est peut-être mieux. Eh bien, ce thème de l'aveuglement, on le retrouve. Est-ce que ce thème de l'aveuglement, on le retrouve pas aussi dans Valse avec Bachir, où ce soldat, il lui faut quand même 1h30 pour savoir qu'il était bien là-bas? Bah oui, parce qu'à cause du traumatisme, il veut pas se rappeler. Et à chaque fois qu'il va voir quelqu'un qui était avec lui ou qui pense être avec lui, ils se souviennent pas trop ou ils refusent de se rappeler parce que c'était tellement traumatisant. Ils veulent rester aveugles, ils veulent pas savoir, ils veulent plus revivre ça. Donc oui, il y a vraiment l'aveuglement dans le bouquin aussi. Même nous, quand on le lit, des fois, on préférerait être aveugle, on veut pas voir, on se dit non, c'est pas possible. Mais si, le livre, c'est un témoignage, le film aussi, il y a vraiment, il y avait vraiment l'aveuglement partout, même tous les jours, on veut pas forcément voir tout ce qu'il y a en face de nous. Ben, je crois que c'est vrai que l'aveuglement, c'est quelque chose que Chalandon a voulu traiter. Et il a voulu vraiment nous montrer que, à force de se cacher pour ne pas voir, eh bien finalement, on était quand même extrêmement coupable. Et ce 4e mur est donc franchi. Alors, on rappelle ce que c'est que le 4e mur. C'est celui qui sépare les comédiens des spectateurs, en fait. Eh bien, il est tombé, l'art est devenu la vie, à tel point que Serge Chalandon, qui a couvert l'événement, n'a pas pu faire autrement qu'écrire et il a quitté la salle. Tu sais, on en parlait quand il a regardé Valse avec Bachir, il a dit je peux pas rester pour voir ça comme un spectacle parce que moi quand je l'ai vu, c'était pas un spectacle. Et donc écrire, c'est peut-être montrer par le cinéma, c'est peut-être une manière quand même de nous dire d'ouvrir les yeux. Et qu'est-ce que tu penses de ce Polynice qui était après tout un jeune homme? C'était une sorte de voyou, mais c'est pas grave, on n'est pas là pour juger Polynice. Mais Antigone a quand même réussi, même si elle meurt, Imane. Antigone aussi est morte. Mais Antigone nous a quand même permis de faire en sorte qu'on en parle aujourd'hui. Et aussi, grâce à ce film, ce Polynice qui était tout seul à mourir mangé par les corbeaux, il y en a des milliers maintenant à Sabra et Shatila, des Polynices qui nous jettent en travers des yeux en nous disant voilà, et regardez, Antigone vous l'a dit, il était seul, ils sont 1000 maintenant. Est-ce que tu ne penses pas que c'est un magnifique témoignage pour réveiller notre impuissance? C'est un magnifique témoignage, je veux dire. Je sais pas, franchement. Est-ce que tu penses que c'est important qu'on voit Valse avec Bachir? Est-ce que tu penses que c'est important qu'on fasse tomber ce 4e mur et qu'on dise, regardez, on montre des choses, c'est de l'art. On peut rentrer les mains dans les poches. Comme tu disais très justement tout à l'heure, nous sommes pourris gâtés, c'est fini. Quand le 4e mur tombe, est-ce que c'est pas important de le faire tomber? Est-ce que c'est pas important de dire tout cela, de réveiller Antigone pour nous dire, écoutez, si nous ouvrons les yeux, si nous voyons clair, peut-être que ce sera moins dur? Parce qu'on nous cache des choses, mais en même temps, on veut s'en cacher aussi. Il y a beaucoup de choses, on sait que ça existe, mais on veut pas les voir, on veut pas en entendre parler parce qu'on sait que ça va nous choquer. Alors que là, bah oui, avec Valse avec Bachir et le 4e mur, enfin personnellement, ça m'a réveillé des trucs. J'avais jamais senti ça pour un bouquin, ça m'a tellement choquée, je me rendais pas compte à quel point c'était réel. Les images même du film d'Harry Folman, ça met encore plus un impact, puisque là, on est carrément plongé dedans. On est carrément dans l'univers du réalisateur, mais aussi dans l'univers du film, du Liban, de la guerre. On sait vraiment pas où se mettre après.
On nous cache beaucoup de choses, mais je pense qu'on se cache encore plus de choses que ce qu'on nous cache. C'est vrai, je pense que ce qu'on se cache, c'est encore pire que ce qu'on nous cache. Parce qu'il y a un acte volontaire, tu as tout à fait raison de dire ça et de le souligner. Que ce qu'on nous cache, c'est ce qu'on nous cache, ça nous reste extérieur. Ce qu'on se cache à soi, c'est autre chose. Et tu disais, pour finir ton article, que c'était pour toi quand même un message de fraternité, ce livre. Tu peux nous expliquer ça? Parce que c'est vrai que tu le sentais comme un message de fraternité et moi je le sens comme toi. Pendant toute une période de guerre, il y a une personne qui décide de réunir plusieurs camps, une personne de chaque camp, et personne ne s'entretue, ils finissent même par se comprendre. Ils utilisent la diplomatie et pas des armes, ils parlent par le biais de leur personnage, mais ils arrivent à se comprendre. Et au bout d'un moment, oui, ils arrivent à se parler correctement, ils se rendent compte que c'est des êtres humains comme les autres, ils cherchent pas la guerre, c'est plutôt des victimes. Et oui, du coup, ils sont ensemble parce que chacun subit la guerre. Est-ce qu'il y a des événements du monde contemporain auxquels tu as songé quand tu as vu ça, toutes ces attaques qu'on peut voir contre les droits de l'homme qui font que les lycéens ne se sont pas trompés, ils ont donné le Goncourt à Sorge Chalandon. Je ne vois pas à qui on pouvait le donner d'ailleurs autrement, mais est-ce qu'il y a des événements qui t'ont bouleversé et pour lesquels on aurait bien besoin d'une Antigone qui se dresse du fond de l'histoire ? Je pense qu'il y en a un peu besoin partout, des Antigones, mais par exemple, parce que vous m'aviez parlé, la petite fille en Colombie, qui, sous les sables mouvants, voilà. Tout le monde la regardait, personne n'est allé la sauver. Le gamin qui est en train de mourir, et il y a un vautour qui l'attend, et celui qui a pris la photographie, qui n'a même pas eu l'idée de l'aider, et qui finalement il s'est suicidé parce qu'il a trouvé ça trop affreux. Je pense qu'il y a besoin d'Antigone partout, et tout le monde doit se lever pour ce qu'on veut, et on n'a pas à se taire maintenant. Je pense que chacun doit se lever pour ses idéaux. Faut arrêter de se cacher, et si on a quelque chose à dire, on le dit. Voilà, quoi. Et tu as raison de dire qu'il ne faut pas se taire. Antigone, c'est celle qui ne s'est pas tue. Elle a voulu parler. Son nom veut dire ça d'ailleurs. Celle qui est née pour s'opposer. Et voilà. Et donc, on dirait que c'est comme ça. Cette petite maigre, elle est née pour s'opposer. Et tu as raison de parler d'Homéra. Ce serait bien de parler un jour d'Homéra plus longuement parce que enlisé sous les yeux de toutes les caméras du monde, mais c'est une honte absolue, quoi. Et tu te souviens de tous ces événements dont on avait pu parler. La place de Tiananmen avec ce jeune homme qui s'oppose au char d'assaut, avec une répression derrière sanglante comme c'est pas possible. Les droits de l'homme bafoués partout dans le monde. La Tchétchénie, où parler, c'est mourir. Le Congo, où on viole les filles, on viole les femmes sous les yeux de leur père, de leur mère. Enfin bon, il se passe des choses assez abominables. Et c'est quand même vraiment important qu'il y ait des gens qui se lèvent et qui disent « il faut arrêter ». Il faut arrêter. Et ces lectures plurielles qui nous permettent de lire ce qui se passe dans l'Antiquité et puis qui nous montrent, et tu l'as très bien dit, avec la terre, avec tous ces gestes symboliques qui sont ceux du monde d'aujourd'hui, eh bien c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, d'assez éprouvant, mais en même temps d'assez réconciliant, parce qu'on se dit qu'il y aura des gens qui ont entendu, et moi j'espère qu'aujourd'hui, il y a des gens qui t'ont entendu. Il y a des gens qui auront entendu que, effectivement, Homéra n'est pas morte pour rien. Tant qu'on dira son nom, elle n'est pas morte pour rien parce qu'on se dira que c'est affreux de l'avoir laissée mourir. On se dira aussi que Antigone, elle a bien fait de parler. Et on comprend tout à fait l'émotion de Sorge Chalandon, qui était en larmes quand les lycéens lui ont donné le Goncourt. Je ne pense pas qu'il pleurait d'avoir le Goncourt des lycéens. Je pense qu'il pleurait d'avoir réussi à faire entendre que Sabra Chatila, c'est une monstruosité. Vraiment une monstruosité. Et donc, pour moi, ça restera le mot de la fin. Quel est ton mot de la fin, Morgane ? Que pour moi, le quatrième mur et le film La valse avec Bachir, c'est un grand témoignage de quelque chose qu'on nous a longtemps caché. Nous, lycéens, on n'en a jamais parlé, on n'en a jamais entendu parler. Avec le bouquin, c'est la première fois que j'en entendais parler, et je pense que je resterai choquée à cause de ça toute ma vie. Eh bien écoute, c'est comme ça que va s'achever, je pense, cette rencontre. Il nous reste à remercier RPV. Moi, je te remercie beaucoup, Morgane, d'avoir participé à cette rencontre et d'avoir fait ta connaissance. C'était un vrai plaisir et c'est un plaisir de se rencontrer à nouveau. Et j'espère que nous aurons convaincu les auditeurs que Sabra et Chatila est un des massacres les plus inhumains de notre histoire, même s'il y en a d'autres. Malheureusement, il y en a d'autres. Mais celui-là, c'est un massacre inhumain. On les convaincrait avec plaisir de lire Le quatrième mur de Sorge Chalandon.
pardon, et de regarder le film d'Harry Folman qui, rappelons-le, est un Israélien, Valse avec Bachir, qui est un film absolument miraculeux où on rentre avec des images de chiens et on se termine avec ces innocents qui fuient vers nous pour nous dire, écoutez, réveillez-vous, restez pas impuissants. À bientôt pour une nouvelle lecture plurielle.